Nathalie Audet de Remax Alliance. Aujourd'hui, on fait une capsule informative sur l'inspection des propriétés à Montréal. Alors, on accueille M. Stéphane Simard-Lauzeau de chez Inspection Simca et Thomas Stravopoulos, j'espère que je l'ai dit bien comme il faut, un partenaire de M. Simard chez Inspection Simca. Alors, mes questions, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Oui, Stéphane, je voulais commencer avec toi. C'est quoi exactement le métier d'un inspecteur? Un inspecteur en bâtiment a pour but de faire une inspection visuelle et non exhaustive d'une propriété. Puis le but premier, c'est de donner un portrait global au client sur l'ensemble de la propriété, sur la sécurité, sur les matériaux qu'il y a de la construction, puis sur la dépréciation qu'il y a sur les matériaux et l'entretien qu'il y a à faire dans le futur aussi. Excellent. Alors, je passe la parole à mon collègue Marc-André Patnaud qui travaille dans mon équipe. Marc, tu as des questions pour Absolument. Bien, je vais faire un peu de pouce sur ce qu'il vient de mentionner, Stéphane. Pour toi, Thomas, petite question. Oui. Il mentionne une inspection qu'on appelle exhaustive versus visuelle. C'est quoi la différence, en gros? Donc, disons, une inspection visuelle, c'est ce que moi et Stéphane on fait presque à chaque jour. C'est vraiment visuel. Fait qu'on n'a pas le droit, disons, de nécessairement ouvrir un mur, faire vraiment des vérifications poussées. Fait que c'est ça la différence avec une inspection exhaustive. C'est lorsqu'on appelle, disons, un spécialiste qui va vraiment faire une expertise vraiment plus poussée sur un sujet. Merveilleux. Je présume que c'est hyper important pour un acheteur. Il achète une propriété, c'est peut-être sa première ou pas. Est-ce que pour lui, c'est primordial qu'il soit là ou pour vous, est-ce que c'est important qu'il soit là? Absolument, parce que durant l'inspection, le client il peut poser un paquet de questions, puis je suis vraiment là pour tout répondre à ces questions. Puis il n'y a vraiment pas de questions niaiseuses non plus. Okay. Fait que s'il y a des questions sur l'entretien du bâtiment, le bâtiment en général, il peut poser toutes les questions. Et en plus, suite à la lecture du rapport, je suis toujours là pour l'aider aussi. Fait que s'il y a des questions tout de suite, je peux répondre. Ou même dans le futur également, je suis là pour ça. OK. C'est pas toujours évident. Il y a des mots un petit peu plus techniques parfois. Des fois aussi, donc, on peut comprendre. Stéphane, tu donnes-tu une note générale sur une propriété après que tu as fini ton inspection? Comment ça fonctionne? Malheureusement, non. On ne peut pas donner de note sur le bâtiment parce qu'on doit rester impartial et c'est le client qui doit décider lui-même, suite à l'inspection, comme on a dit tantôt, qu'on était idéalement d'être présent, c'est de se faire un portrait global de la propriété. Puis chaque personne a un seuil d'acceptation différent sur chacune des propriétés. Il y en a qui vont dire que les calfeutrants, pour eux autres, c'est pas grave. Il y en a pour d'autres que c'est grave. Fait qu'on aide le client, cependant, à se faire une thèse le plus précis possible sur le bâtiment. Mais question de rester impartial, on ne peut pas noter directement le bâtiment. Fait que tu t'ajustes à chaque situation. Exactement. Dire. Et puis, à chaque bâtiment aussi, dépendamment de l'âge, la qualité du bâtiment, puis ce qui arrive aussi comme situation pendant l'inspection. OK. Puis, Thomas, dans quel cas que vous recommandez un expert dont vous parliez tout à l'heure? Oui, fait que ça reste que vraiment un inspecteur, c'est quand même un généraliste. Fait que disons, s'il y a des points qui dépassent nos capacités, fait que disons, s'il y a une grosse fissure de fondation, on va engager un spécialiste. Ou disons, si des fois le monde va enlever comme des murs porteurs, on va engager plus un ingénieur en structure. Ah, intéressant. Ouais. Petite question pour toi. Oui. À travers les années, on a vu évoluer le domaine en tant que courtier, vous autres, évidemment, de l'intérieur. On a vu apparaître certains bidules, comme je vois sur la table présentement. On dit un peu dans notre adage, tu sais, les inspecteurs, ils voient quand même pas à travers les murs, mais j'ai l'impression qu'à travers le temps, si on parle d'outils comme un hygromètre, la lecture thermique, puis même, je pense que vous êtes rendu avec les drones. Exactement. Peux-tu nous en parler un peu plus de tout ça? Ben oui, Vandy, ça va de plus en plus loin. Autant que l'inspection est visuelle, ben on a de plus en plus d'outils pour aller à travers les murs, entre parenthèses, évidemment. On va être capable d'avoir des outils qui vont détecter beaucoup plus loin, comme la thermographie. Avec certains outils, on va être capable d'accoter le matériel. L'accoter comme celle-ci va jusqu'à 4 pouces à l'intérieur des matériaux. Évidemment, toujours dépendamment des matériaux. Puis il faut aussi connaître nos outils. On est capable d'aller chercher le taux d'humidité à l'intérieur ou à l'arrière des matériaux. Et on a des outils comme ceci qui vont être capables de lire l'humidité ambiante, qui a une caméra aussi thermographique intégré, puis qui va aller nous aider à détecter ce qu'on ne voit pas nécessairement en surface. Okay. Donc, un différentiel de température qui peut cacher soit de la moisissure, soit de l'eau et d'autres substances qui vont être en arrière. Ça va être du froid, du chaud. Et là, il faut aller avec d'autres outils, mais au moins visuellement, c'est des choses qu'on ne voyait pas à l'œil, qu'on est capable d'avoir de plus en plus. Et aussi, si on va pour les drones, mais évidemment, selon notre profession, puis selon aussi la logique, il y a certaines toitures qui sont soit trop abruptes ou soit trop hautes, qu'on peut malheureusement pas monter. Ou, je vais prendre comme exemple les triplex ou les duplex dans la ville de Montréal. Souvent, il y en a qui n'ont juste pas d'accès.
ou que c'est vraiment trop haut. Et là, on est capable avec les drones d'aller tout simplement scanner les toitures puis d'avoir déjà une très, très bonne idée de l'ensemble de la toiture. Bien, je vous ai vu faire à un moment donné, honnêtement, c'est très impressionnant. Puis autant que l'hiver, si je ne me trompe pas, ça peut être fait. Bien oui, exactement. Donc, pour les pertes de chaleur sur les toitures aussi. Puis de toute façon, on est capable de lire le bâtiment. Le but, c'est tous ces outils-là, c'est d'être capable de lire et de comprendre le bâtiment au maximum. Et de plus en plus, on en a, c'est sûr et certain, qui nous aident à faire le métier. Bien, c'est vraiment fascinant, honnêtement. OK. Thomas, de ton côté, on entend souvent parler de la pyrite. Oui. C'est quoi exactement, puis ça se trouve où exactement? C'est une matière qui peut endommager beaucoup une propriété. Alors, parle-moi un petit peu de la pyrite. Donc, d'habitude, la pyrite, on la trouve dans le remblai d'une dalle de béton. Puis c'était vraiment fréquent des années 70 jusqu'à la fin des années 80. OK. Puis c'est vraiment comme une petite roche qu'avec le contact de l'eau, ça éclatait tout de suite. Ça fait comme un effet popcorn, Oui, non? en effet, c'est ça. Puis disons, les indices qu'on trouve assez souvent avec la pyrite sur les dalles de béton, ce serait soit que vous avez comme des petites montagnes, façon de parler avec la dalle, ou sinon, c'est la dalle qui est vraiment éclatée, ou des fois, on voit également des fissures en étoile. Fait que c'est vraiment une fissure qui part de chacun des côtés un peu partout. OK. Puis on peut le trouver vraiment un peu partout, fait que soit dans les plex ou les condos, même les maisons, c'est assez fréquent. Puis le coin qu'on en parle le plus souvent, ce serait la Rive-Sud. Mais il y a aussi des coins, disons, l'est de l'île de Montréal, puis l'ouest également, qu'on peut en trouver des fois également. Fait que tu trouves ça dans tout type de propriété, si je comprends bien. Puis c'est surtout Rive-Sud. Moi, j'en ai déjà vu à Longueuil, justement. Ouais. Ma pauvre tante, elle avait eu un gros cas. Alors, il a fallu qu'on détruise tout le plancher au complet puis refaire le remblai en dessous. Ça peut coûter beaucoup de sous. Quand même, oui. Alors, c'est important de bien le détecter quand on fait une inspection. En effet. Excellent. Petite question pour toi, Stéphane. Des questions que j'ai de la part de mes clients qui peuvent paraître un peu banales, mais quand même. C'est quoi la différence entre une simple cave ou un sous-sol, une cave de service, en fait? Un vide sanitaire, Bien, finalement. vide sanitaire, cave de service, c'est similaire. Ça va dépendre, mais il y en a qui ont des acronymes un peu différents pour dire est-ce qu'ils sont habitables ou non. C'est sûr que la grosse différence, c'est qu'un sous-sol, tout simplement, c'est habitable. Okay? C'est un air qui est disponible pour habiter à l'intérieur. Pas nécessairement des chambres, mais on peut y aller. Puis d'habitude, on l'image tout simplement par une cave en béton ou tout simplement propre qu'on peut se promener debout. Quand on tombe dans une cave de service, généralement, soit gérée à moitié, souvent en terre ou souvent en gravier, dépendamment des années, l'entretien qui a été fait dessus, mais ça reste un endroit où ce qui est là pour faire du service. Donc, tout ce qui est tuyaux, l'aqueduc, tout ce qui est électricité, ventilation va passer dans ça. Fait que la différence réelle, c'est habitable, non habitable. Et je présume pour vous, ça fait une bonne différence lors de l'inspection Exactement, aussi. exactement. Puis souvent, dans beaucoup de cas, une cave de service, ça a souvent été un chalet ou une maison qui a été montée, qui va devenir une cave de service, qui va devenir tranquillement avec les années un sous-sol. Okay. Mais je dirais que la majorité de ce qu'il y a à regarder est très important dans les caves de service. OK, bon. Moi, j'ai une question concernant ça. Excuse-moi, je sors d'un peu du sujet. Parfait. Si une personne creuse dans une cave de service pour créer une pièce, est-ce qu'il y a des vérifications à faire en tant qu'inspecteur? Oui, exactement. Bien, il va y avoir beaucoup de vérifications. La première question va être, est-ce que ça a été fait par un ingénieur? OK. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait des années où que la maison elle est appuyée sur des colonnes ou des pieux. Exact. Et avec les années, ça s'est tapé, ça s'est placé. Et là, on va décider de creuser dans le centre. Donc, on va déstabiliser tout ce qui est fondation. Dans beaucoup de cas, on va... Dans le meilleur des cas, on va dire, avec une compagnie, lever la maison, creuser, faire une fondation, puis rasser la maison. Ça, c'est la bonne méthode. Je ne dis pas que l'autre méthode n'est pas faisable, mais de l'autre méthode, si ça a été fait de méthode artisanale, il va y avoir beaucoup de vérifications à faire pour s'assurer que ça ait bien été fait selon les règles de l'art qu'on appelle et que la maison n'a pas tordu, puis elle a été bien assise. OK. Merci, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Oui. Petite question pour toi. Ça ne doit pas faire 20 ans déjà que tu es inspecteur, mais je suis convaincu qu'il y a quand même déjà des petites choses qui reviennent un peu plus sur les propriétés, les petits bobos fréquents. Ouais. Peux-tu nous en dire un peu plus? Ce serait le top, pas 5, là, mais ceux qui te reviennent le plus souvent. Fait, disons, le plus gros point pour l'extérieur, on s'entend, c'est le support caulking qu'on appelle. Fait que ce serait le calfeutrage ou le silicone. Fait qu'au porto des portes et les fenêtres, ça arrive très souvent. Même les maisons neuves, des fois, ils en oublient. Par la suite, je dirais les fissures de fondation, c'est tout à fait normal au Québec qu'on va en avoir quelques-unes. Sinon, je dirais la toiture aussi, assez important à vérifier, voir l'état également, l'âge du bâtiment aussi. Par la suite, en rentrant dans le bâtiment, je dirais le plus gros point d'habitude au sous-sol, ça serait l'entrée d'eau à vérifier, le type de matériel, fait que ce soit du cuivre, du plomb ou de l'acier.
Ensuite, les panneaux électriques, très important également. En plus que côté assurance, des fois, ils sont pas si contents avec certains modèles. Il y a des modèles, quand on entend aluminium aussi, ça fait toujours peur. C'est ça. Oui. Par la suite aussi, les réservoirs à eau chaude pour s'assurer que c'est pas plus que 10 ans. Encore une fois, côté assurance, ils n'aiment pas plus que 10 ans. Puis par la suite, je vous dirais aussi pour la maison, ce serait l'entretoit. Ça reste une place que assez souvent qu'on ne vérifie pas. Puis des fois, ça se peut qu'il y a de l'eau qui est rentrée, des taches de moisissure également. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à vérifier aussi dans l'entretoit. Dans l'entretoit, évidemment, on est plus porté à mettre des cadeaux pour Noël. Ça va. Les sapins. C'est rare, on va aller faire un petit coup d'œil, un petit coucou à notre entretoit. Y a-tu des petites surprises qu'on peut voir en temps normal à part ça? Y a-tu des composantes des fois qui peuvent des être petits amis des fois qu'on peut voir. Fait que disons des souris, la vermelle des fois également, c'est ça. Raton laveur, j'ai déjà vu. Aussi, ouais. OK. Absolument. C'est ça. Alors, racontez-moi peut-être un petit cas vécu où est-ce que vous avez vraiment fait la différence pour un acheteur? Bien, aussi banal que... aussi banal, c'est pas nécessairement banal, mais vous allez comprendre, un ingénieur de profession en Europe, ça fait plusieurs années qui a arrêté, mais qui est resté en Europe. Et là, devait s'en venir ici pour se rapprocher de sa famille. Et c'est quelqu'un extrêmement picky, pointilleux sur plusieurs choses, pas capable de se trouver de maison. Il s'entêtait à ne pas vouloir inspecter. Donc, il faisait lui-même l'inspection parce que monsieur est ingénieur, avec tout le respect, mais toute sa vie en Europe, dans des climats complètement différents. Et il n'était pas capable de se trouver une maison qui avait de l'allure pour lui ici. Et à un moment donné, on a réussi à jaser avec lui et dire, écoutez, on va être là pour vous aider, on va vous épauler. Et quand il a compris la différence du climat, il s'est trouvé une maison instantanée. On a fait une inspection avec lui, on a expliqué le climat, ça a été instantané. Ça, c'est un beau cas parce que c'est plaisant, mais dans certains cas, on est capable de découvrir aussi certains points malheureux. Mais évidemment, on est là pour le client, c'est très important. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, de trouver de quoi qui est majoritairement problématique, on va dire ça comme ça, c'est aussi pour ça qu'on vous embauche. Exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours malheureux, mais c'est une bonne nouvelle. C'est malheureux parce qu'il y a un problème. Tout problème a une solution, mais on est là pour les détecter. On ne veut pas se retrouver avec un citron. Oui, exactement. Et c'est là qu'il y a aussi une grosse différence entre un contracteur qui construit et un inspecteur qui est là pour inspecter l'évolution d'un bâtiment. C'est très, très différent aussi. Absolument. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci à vous deux d'être venus aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. On aurait plein d'autres questions pour vous. Oui. En conclusion, j'aimerais dire l'importance de faire l'inspection en bâtiment quand on achète une propriété. C'est primordial. Il faut être accompagné par des spécialistes. L'inspecteur en bâtiment, c'est le plus important dans la transaction. Donc, moi, je conseille toujours de faire une inspection lors d'un achat. Alors, je vous remercie aujourd'hui pour votre accompagnement. Bonne journée.